Bonjour et bienvenue à notre série de podcasts sur l'équité en santé. Je vous présente avec grand plaisir le professeur Vincent Barras, qui est directeur de l'Institut des Humanités. Vincent est un historien de la médecine et vous avez probablement pu le voir, un historien de la médecine qui est particulièrement médiatique durant cette période de pandémie, puisqu'il lui est demandé à de nombreuses reprises de se positionner comme historien de la médecine par rapport aux épidémies précédentes pour mieux comprendre celle-ci. Vincent a des intérêts multiples, parmi lesquels la psychiatrie, la médecine légale, la philosophie. Ça en fait un être particulièrement interdisciplinaire et c'est dans cette perspective-là que nous sommes, cher Vincent, très intéressés à t'écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Patrick Bodenman pour ces aimables paroles. L'histoire pourrait commencer à la toute fin de décembre 2019. L'un des deux derniers jours, le 30 ou le 31 décembre, où Marjorie Pollack, médecin, spécialiste d'épidémiologie, à Brooklyn, dans l'État de New York, membre d'un réseau qui s'appelle ProMed, qui a été déjà mis sur pied une vingtaine d'années, Monitoring Emerging Diseases, ProMed, un réseau qui est censé signaler sur la surface de la planète, par chacun de ses membres, ils sont quelques milliers, des unusual disease outbreaks, des émergences de maladies inhabituelles. Elle reçoit sur son portable l'annonce d'un obscur endroit en Chine, dont elle connaît à peine le nom, Wuhan, où est décrit par un de ses correspondants qui se trouve là-bas, un de ses membres de ce réseau, un cluster de pneumonie associé à un marché. Et voici ce qu'elle en dit quelques mois plus tard, en mars. J'ai eu une alerte d'un collègue qui qui a le doigt sur la pulsation de Weibo, la plateforme chinoise des réseaux sociaux. Et cette alerte me dit que quelque chose se passait à Wuhan, où il y avait un cluster de 4 cas, puis de 27 cas, et un tableau assez bizarre qui évoquait des cas de pneumonie apparemment associés à un marché de produits marins et de produits d'animaux sauvages. Seafood and Wildlife Market, ça c'est le terme anglais. Donc, elle termine son souvenir en disant « This was a déjà vu », c'était un déjà vu. Alors, ce cas, on le sait maintenant, on a pu reconstituer cette histoire-là, cette histoire particulière, c'est qu'il y a eu un ou peut-être quelques patients zéro, c'est la recherche de tous les épidémiologistes de trouver le patient zéro, peut-être au début décembre, ce qui signifierait que déjà à mi-novembre, l'infection devait être présente. Et le 12 décembre, par exemple, le décès d'un vendeur de ce marché, justement, de produits animaux sauvages. Et ce qui signifiait que le virus en question, ou l'agent infectieux en question était mortel, mort de complications respiratoires. Puis, une semaine plus tard, la mort de son beau-père, qui n'avait pas fréquenté le marché. Autrement dit, très vite, en décembre, l'intuition et même le constat qu'une maladie était en train de se développer avec le passage d'humain à humain, ce qui, pour les épidémiologistes, est un signe, une alerte rouge. Le monde, en quelque sorte, la viralité non pas de la maladie elle-même, mais de l'information, ça commence justement à la toute fin 2019. Et là, le monde entier est alerté, en tout cas les spécialistes sont alertés que quelque chose se passe là-bas en Chine. On connaît aussi un peu la suite de l'histoire avec déjà des héros. On sait, on a creusé un peu depuis, les journalistes se sont penchés sur cette question et il y a déjà un héros mort, ici le docteur Li Wenliang, je ne prononce mal, un jeune médecin ophtalmologue de Wuhan qui est alerté par un de ses collègues des soins intensifs et qui lui a dit il y a des patients avec une pneumonie atypique à l'hôpital et c'est lui qui diffuse le message sur la plateforme sociale Weibo et la docteure Pollack aux États-Unis, ensuite le diffuse au reste du monde. Voilà donc une histoire brièvement résumée et avec un héros, le docteur lui-même, Wenliang, décédant le 7 février 2020, un des premiers cas donc, de ce qui viendra ensuite, cette pandémie que nous connaissons maintenant sous le nom de Covid-2. Donc, la suite, on la connaît, c'est la propagation à ses débuts limitée à la province de Wuhan, à la ville de Wuhan, puis à la province, puis l'ensemble de la planète, comme on le sait maintenant.
Voilà donc en quelques traits résumés cette histoire de cette crise sanitaire qui nous arrive dessus. Et pour l'historien de la médecine et de la santé que je suis, c'est la première fois de ma carrière que je suis aussi sollicité, autant sollicité par les médias de toutes sortes, et comme tous mes collègues, la première fois que les historiens de la médecine ont l'impression peut-être d'avoir une quelconque utilité, en tout cas immédiate, puisqu'on leur somme de dire « mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça nous arrive dessus, c'est la grande surprise. Dites-nous, historiens de la médecine, ce qui s'est passé. » Alors, ce que vous avez, et sans doute l'ensemble des personnes qui sont soumises aux médias, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, ont sans doute reçu, de ma part ou de la part de collègues, d'autres récits qui essaient de faire un peu le tri, de savoir comment ces choses se passent et comment elles se sont passées dans le passé. Est-ce qu'il y a eu des précédents ? Alors les grands précédents que nous avons évoqués, ce sont les précédents, évidemment, alors je commence par le précédent le plus célèbre, peut-être, c'est celui de la grippe espagnole. Il y a tout juste un peu plus de 100 ans, 101 ans, 102 ans, un influenza, un virus qui, donc comme pour le coronavirus, mais d'une autre espèce que le coronavirus, c'est un virus influenza qui débarque sur la planète. On ne sait pas très bien où il est né, peut-être aux États-Unis, sorte de revanche avec la Chine, cette fois-ci, 100 ans plus tard, et aux États-Unis, d'où il serait, à la fin de la Première Guerre mondiale, parti avec les troupes américaines en particulier en mouvement, pour envahir l'Europe puis le reste du monde. Donc c'est une très longue histoire qui est déjà évoquée, et une histoire très tragique, précédent très tragique à la pandémie qui nous arrive, avec un nombre tout à fait stupéfiant de décès, de 50 à 100 millions en 1919 de morts pour une population mondiale estimée à 2 ou 3 milliards, donc si vous voulez, des taux absolument effrayants. Voilà pour un premier précédent qui nous laisse à penser, qui nous donne à penser sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Un deuxième précédent souvent évoqué, que j'aimerais brièvement mentionner ici, c'est celui du choléra. Le choléra, c'est une maladie, une maladie infectieuse, une pandémie, on peut le dire, bien que le terme n'ait pas existé à l'époque, au XIXe siècle, où venue de l'Asie, peut-être de l'Inde ou des régions, en tout cas d'Asie centrale, où sa présence était régulièrement signalée par les médecins, notamment les médecins colons qui ont, dans l'époque du colonialisme, ont occupé, enfin, non pas les médecins, mais les puissances occidentales ont occupé, en particulier l'Inde, eh bien, le cadeau en retour, si on veut, de cette phase de colonisation du XIXe siècle, c'est en particulier des épisodes comme celui du choléra qui, par vagues successives, là on a affaire à une bactérie et non pas un virus, envahit en suivant les voies commerciales, l'Europe, les États-Unis, les puissances du moment, si vous voulez, qui, au fond, payent en quelque sorte leur écho à l'envahissement du monde et à la mondialisation qui se met en place dans la sphère du colonialisme. Donc voilà déjà aussi un deuxième épisode qui nous donne à penser, cette fois-ci, à la façon dont un virus, une bactérie, un agent infectieux peut suivre des routes politiques et commerciales autant que biologiques, si on veut, pour envahir la planète, comme ce fut le cas par vagues successives, envahissant tantôt telle région, tantôt telle autre, pendant tout le XIXe siècle, l'ensemble de la planète. On sait que le choléra, aujourd'hui, est encore une maladie qui existe ici ou là, et on a eu des cas d'épidémie, parfois dramatiques, par exemple en Haïti au début du XXIe siècle. Troisième épisode, encore plus ancien, vous voyez que je vais à reculons, c'est celui de la peste, évidemment. Là aussi, en tant qu'historien, on m'a souvent demandé pendant ces derniers mois, est-ce que ce que nous vivons maintenant, c'était comme la peste au Moyen-Âge? Alors, on a tous en tête, au fond, ça signifie que quelque part dans notre inconscient collectif, nous avons, même si nous ne l'avons pas affronté nous-mêmes, mais des très lointains aïeux ont affronté un épisode qui marque encore la culture, en tout cas la culture occidentale et sans doute d'autres cultures de ce monde. L'épisode de la peste, épisode, c'est presque trivial de parler d'épisode pour cet événement dont on dit qu'il aurait décimé plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents de la population mondiale sur l'espace de quelques années au milieu du XIVe siècle. Là aussi,
une bactérie particulière, la Yersinia pestis, dont on découvre l'agent infectieux à la toute fin du XIXe siècle, mais qui fait déjà des ravages, et des ravages absolument énormes au Moyen Âge. Au fond, vous avez donc, avec ces 3 épisodes, mais on pourra en ajouter d'autres, 3 moments à la fois biologiques, médicaux, sanitaires, mais aussi, et c'est ce qui est intéressant, sociaux, politiques et culturels, dont, en relisant aujourd'hui l'histoire, à la lumière de ce qui nous arrive aujourd'hui, nous montre que l'histoire de notre civilisation, au fond, elle est scandée depuis fort longtemps. Et je vais encore aller un peu plus loin en vous parlant brièvement de la grippe, de la peste d'Athènes, dont on ne sait pas si c'est la même peste que celle du Moyen-Âge. Probablement pas, c'est peut-être un autre agent, mais pour vous dire à quel point, depuis 2 ou 3 000 ans dont nous pouvons reconstruire des histoires de notre humanité, eh bien, au fond, ces épisodes d'épidémie et de pandémie ont été des facteurs absolument déterminants sur tous les plans biologiques, démographiques, sociaux et culturels. La grippe, la peste d'Athènes est décrite par Thucydide, un historien, et on peut dire que ce premier récit, Thucydide étant un historien vivant à l'époque où cette peste d'Athènes, de nouveau peste, il faut la prendre au sens large, pas forcément au sens contemporain biologique du terme, eh bien, il décrit lui-même comme ayant souffert, ayant lui-même été atteint et qui en a vu souffrir d'autres, donc un témoin direct, y compris dans son corps, d'un épisode qui atteint toute une cité et dont il dit que ce fléau s'abat sur toute la ville d'Athènes et les médecins, dit-il aussi, sont impuissants, ils ignorent la maladie, mais la maladie atteint tout le monde et autant les corps que les âmes sont atteintes et aussi toute la cité est désorganisée. Avec ce récit initial, composé en 400 avant Jésus-Christ environ, vous avez là la matrice, au fond, de notre imaginaire, mais non seulement de notre imaginaire, mais je crois aussi de notre comportement social et culturel face aux épidémies. Une désorganisation, une corrélation entre crise sanitaire en tant que telle et crise politique, sociale et morale. Ce récit, cette façon d'associer, si vous voulez, une désorganisation des corps, mais une désorganisation des sociétés, je crois, est la matrice de la façon dont, depuis des temps très anciens, nous avons vécu ces pandémies et que nous vivons cette pandémie contemporaine. Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pandémie, nous autres historiens, nous pouvons en dire quelques mots. Nous pouvons dire qu'il y a du neuf dans cette pandémie. Il y a le virus qui est nouveau, la rapidité extraordinaire de communication et de transmission, à la fois des informations, mais aussi du virus et de ce qui va avec lui, des corps malades. La grippe espagnole, par exemple, 100 ans plutôt se déplaçait au rythme de déplacement des troupes, à pied, éventuellement en bateau ou en chemin de fer. Aujourd'hui, avec l'avion, eh bien, en 24 heures, le virus fait ce que les autres virus ou bactéries des pandémies précédentes faisaient en plusieurs mois, années ou en tout cas semaines. Donc cette rapidité-là est quelque chose de tout à fait nouveau. Et aussi la rapidité des réactions sociales, politiques et scientifiques, ça aussi c'est tout à fait nouveau dans notre pandémie. On n'a pas vu, dans aucun des épisodes précédents de l'histoire de l'humanité, les gouvernements réagir à la vitesse, à la seconde parfois même. Parfois, évidemment, on leur reproche de réagir trop lentement ou mal, mais la question pour l'historien, c'est de savoir l'adéquation ou l'immédiateté de la réaction, du concernement par les autorités, d'une part, les experts, les scientifiques, d'autre part, et ceci est tout à fait nouveau. Donc j'insiste sur du nouveau dans ce qui nous arrive dans la pandémie, mais je peux aussi insister comme historien sur ce qu'il y a de commun. Ce qu'il y a de commun, je pense, c'est justement cette matrice commune, ce lien, cette corrélation que nous établissons, que nous le voulions ou non, entre crise sanitaire, au fond, un virus qui arrive, qui désorganise les corps des individus, qui les fait tousser, qui les fait mourir dans certains cas, et une crise de l'ensemble de la société, les commerçants, les infirmières et les infirmiers, les soignants, les chemins de fer, les avions, les gouvernements, les scientifiques, tout le monde, au fond, est pris de surprise et est en crise aussi. Et cette corrélation, inaugurée
par les débuts du récit de la pandémie d'Athènes, de la peste d'Athènes par Thucydide, eh bien nous la retrouvons aujourd'hui. Ça, c'est un fond commun, un fond culturel commun que nous pouvons mettre en évidence comme historiens. Et ce que je mettrai en dernier lieu comme point commun, c'est l'effet de surprise. Nous sommes, et ceci est une énigme pour moi-même historien, et je dirais même comme citoyen, c'est de savoir tout cela déjà, puisque je suis un peu expert dans les questions d'histoire de la médecine. Eh bien, je connaissais avant 2020 le récit de la peste d'Athènes par Thucydide. Je connaissais, j'avais étudié cela aussi un peu, la grippe espagnole et ce qui s'en était passé. Beaucoup de collègues historiens ont écrit des livres à ce sujet. Eh bien, à chaque fois, ce qui m'apparaît, c'est la surprise, l'effet de surprise, alors que nous devrions être préparés justement par notre histoire et notre mémoire collective, eh bien nous sommes à chaque fois surpris. Il arrive sur nous quelque chose qui est entièrement nouveau, et ceci est en fait un phénomène sur lequel je crois nous devons penser. Je vais terminer cet exposé en lisant un témoignage d'un médecin, George Soper. La pandémie qui balaie actuellement la planète est sans précédent. Nous avons connu des épidémies plus mortelles, mais elles étaient plus circonscrites. Nous avons connu des épidémies presque aussi étendues, mais elles étaient moins mortelles. Jamais, auparavant, ne s'est produit une catastrophe à la fois aussi soudaine, aussi dévastatrice et aussi universelle. Alors, il ne parle pas de la pandémie de Covid-19, il parle de la grippe espagnole. Donc, je suis frappé par le fait que nous pourrions en dire la même chose, l'effet de surprise de la part d'un médecin, d'un spécialiste d'épidémiologie de l'époque. Eh bien, c'est exactement les mêmes termes, sans rien changer. Ce que nous pourrions dire, ce que je pourrais dire aujourd'hui, la pandémie qui balaye actuellement la planète est sans précédent. Je viens de dire qu'elle avait des précédents, mais l'effet de surprise, lui, revient et nous avons toujours l'impression que c'est sans précédent. C'est une première leçon que nous pouvons tirer de cette pandémie et je pense qu'il y en aura bien d'autres puisqu'elle n'est pas appelée à se terminer si tôt. Merci de votre attention. Cher Vincent, un grand merci pour cette excellente introduction à notre série de podcasts sur l'approche interdisciplinaire dans le cadre de cette pandémie. Une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu commences ta présentation en disant, dans le fond, enfin une utilité pour les historiens de la médecine. Et tu insistes sur un certain nombre d'éléments tels que les connaissances d'autres pandémies, la désorganisation des corps et de la société, et puis la vélocité, la dynamique extrêmement rapide de ce qui se passe. Ma question est-ce que dans le fond, tu es aussi appelé, comme historien de la médecine, à réfléchir aux solutions possibles aujourd'hui par rapport à cette pandémie actuelle? Oui, mon constat est un peu ironique, évidemment. À quoi bon peut servir l'histoire? Enfin, on nous trouve une utilité. C'est un peu ironique. Je suis quand même persuadé qu'il y a quelques recours à l'histoire. Et c'est ce que justement j'essaie de défendre un petit peu par cette ironie maintenant. Je suis persuadé, effectivement, que l'histoire ou d'autres disciplines, en particulier dans des temps de panique collective, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, de panique qu'on essaie justement d'organiser, elles sont peut-être là pour tenter d'atténuer ces effets de panique qui, comme l'histoire le montre précisément, sont récurrents. Je pense que, comme historien, on peut être amené à discuter du temps présent de façon tout à fait pertinente en faisant appel à la distance que l'histoire permet d'obtenir face à l'événement le plus contemporain. À l'Institut que je dirige, des humanités en médecine, on nous a confié le mandat d'étudier l'histoire du temps présent au niveau des prises de décision, par exemple. Les acteurs d'aujourd'hui, quelques semaines après avoir pris des décisions, ne se souviennent plus de ce qui a amené à ces décisions, du fait de la multiplicité des réseaux. L'historien, par exemple, dans un cas pareil, et c'est ce à quoi je m'attache avec des collaboratrices et des collaborateurs de l'Institut, c'est d'essayer de documenter ces moments de prise de décision. Ça peut être qui et comment et pourquoi on décide de fermer les piscines ou pas, des choses très prosaïques, très banales, et comment on arrive à cette décision. Et je pense que ça peut être d'une utilité très grande pour maintenant et pour les années à venir, puisque c'est ce qui nous attend probablement. Tu as évoqué aussi un élément qui m'a surpris, et c'est effectivement la surprise. Nous sommes surpris de ce qui nous arrive. Donc ma question, somme toute peut-être banale, mais c'est est-ce qu'on n'apprend rien du passé? On est à nouveau surpris. C'est une grande question que tout bon historien devrait se poser. Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que l'histoire peut donner des leçons? Alors c'est souvent sous cette forme-là qu'on se pose cette question.
Moi, je crois qu'il ne faut pas non plus donner à la discipline historique le rôle de donneur de leçons, mais plutôt comme un coin, une petite inquiétude, un petit espace entre l'événement qui nous arrive en pleine figure et nous-mêmes. C'est plutôt d'introduire cette distance. Donc je pense que, et par exemple par rapport à la panique, et justement la réaction, la surprise, l'histoire peut dire petit temps d'arrêt, aussi infime soit-il, pour réfléchir au fait, par exemple, que ce n'est pas neuf. Il n'est pas dit que je puisse toutefois dire, voilà, en 1918, on avait fait ça a bien marché, donc on va le répliquer aujourd'hui. Justement, l'histoire doit aussi nous dire, le passé ne nous apprend souvent pas grand-chose en tant que tel, en tout cas quand c'est transposé comme ça. C'est une vision très naïve de penser que l'histoire peut nous donner des clés immédiates. En revanche, elle peut aider à forger les nouvelles clés pour aujourd'hui et pour demain. Puis ma dernière question, c'est plutôt le citoyen de la société civile et plus tellement l'historien, quand même ça va être difficile de te séparer. Mais dans le fond, Vincent, comment est-ce que tu vois la suite de cette pandémie en tant que citoyen de la société? En tant que citoyen, je ne suis pas d'une nature follement optimiste je pense que cette pandémie, ça a déjà commencé et je souhaiterais, alors là c'est comme citoyen, je souhaiterais m'engager comme citoyen à faire en sorte que les inquiétudes qu'elle révèle ou les failles qu'elle révèle, en particulier dans le rapport à la nature, ça je crois que je suis de loin pas le seul à le sentir, à le dire aussi, et bien que cette question-là, cette fois-ci, on l'empoigne enfin sérieusement. Et je pense que, disons, c'est plutôt un souhait pour l'avenir et en tant que citoyen, c'est dans cette voie-là que je souhaiterais m'engager. Vincent, je te remercie beaucoup pour ta présentation et pour la réponse à ces quelques questions. Et je vous remercie à vous de nous avoir suivis dans le cadre de ce premier podcast Équité en santé. Et nous nous réjouissons beaucoup de vous revoir tout prochainement. À bientôt.